Pour moi, Didier Lestrade, c'était un des pères français de la lutte contre le VIH-Sida, le fondateur d'Act Up Paris. Pour moi, c'était aussi un arrobase, minorité, celui de mes premières lectures queer militantes sur Facebook, à l'époque où je me découvrais encore. Mon Lestrade, c'était un peu ça, cette mémoire vivante du militantisme, qui ouvre sa gueule quand il le faut, mais finalement un peu décorporée, détachée du récit plus intime de sa vie. Dans la communauté LGBT, on va pas se mentir, on a un rapport bizarre à nos vieux. Quand ça nous prend, on aime les ressortir du placard comme des momies pour leur demander de nous raconter l'histoire avec un grand H. Mais on les écoute souvent à moitié, ou plutôt on balaye souvent ce qu'ils peuvent dire de notre génération comme des élucubrations de vieux cons un peu dépassés. Disons que si on ne les idolâtre pas, ce qui est déjà une forme de déshumanisation, on a tendance à les laisser de côté, à se désintéresser d'eux. Particulièrement ceux de la génération SIDA, comme on l'appelle. On parle de leur solitude, mais personne ne veut en partager le fardeau. On parle de leur souffrance, parfois avec poésie, mais on n'ose jamais vraiment s'y confronter. Et je dois dire que ça m'a toujours un peu obsédé, ce fil perpétuellement rompu de la transmission générationnelle. On dit souvent que la génération SIDA est morte, et on déplore le trou qu'elle laisse dans nos vies. Mais certains sont encore là. Et c'est limite pire de faire comme s'ils étaient morts avec les autres. Bref, un ami commun m'a apporté au bureau son dernier livre, ses mémoires. En le lisant, je suis frappé par la lumière et la joie qu'il y raconte, mais aussi par le doux et le ressentiment qu'il y partage. Ça me donne envie de le connaître encore plus. Non plus d'apprendre l'histoire, mais de le comprendre. Il nous a mis en contact, comme un signe d'enfin faire quelque chose de cette obsession. Je lui ai proposé une interview, chez lui. J'avoue que je savais pas trop par où commencer. Quand on est arrivé, il nous a montré sa terrasse aux couleurs du drapeau palestinien qu'il avait dû arrêter de peindre à cause de la pluie. Comme les pouvoirs publics font chier et retirent les drapeaux des maisons, il a décidé de le peindre. Bonne chance pour lui faire enlever. J'ai rencontré un Didier qui fait de la résistance une éthique quotidienne. On s'est assis dans sa cuisine, il nous a servi à déjeuner, et on a parlé sans même attendre que les micros et les caméras soient prêts. J'avais mon interview structurée et prête, mais j'ai vite réalisé que ce rapport rigide, intervieweur-interviewé, ce serait pas ça la vibe. Tant mieux. J'avoue, ça m'angoissait de dérouler des questions-réponses, ciao, au revoir, merci. Il vaut quand même mieux que ça, non ? On a fini par parler comme si on venait pas tout juste de se rencontrer. On a parlé de sexe, de politique, de Palestine, de racisme, de gauche, des gays, de musique, beaucoup de musique. Pour beaucoup, moi y compris, on connaît Didier Lestrade pour les luttes homosexuelles contre le sida, ça va de soi. On le connaît peut-être aussi pour ses écrits sur le sexe et sur le porno, mais ça, beaucoup ont tendance à l'ignorer volontairement. Pourtant, j'aime beaucoup sa façon d'en parler. Sans fausse pudeur, sans fioritures théorico-psychologiques, mais simplement comme un élément incontournable, simple et beau. Après tout, on n'est pas sorti du placard pour devenir des puritains, non ? Enfin, on connaît encore moins le Didier Lestrade, journaliste musical. Pourtant, c'est un élément tellement central qu'on retrouve dans son livre. Et pas uniquement comme la bande-son d'une époque, comme le veut le cliché, mais comme un catalyseur et un témoin de son rapport à l'écriture, à l'art, à la politique, à l'antiracisme. Musique, sexe, politique, tous ces éléments se contiennent mutuellement, et notre conversation a voyagé naturellement de l'un à l'autre, sans jamais que le fil ne se perde. Enfin voilà, voici un tout petit bout de notre journée avec Daddy Lestrade. Moi, ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que la question LGBT, et à l'intérieur de la question LGBT, quelque chose qui, toi et moi, nous concerne plus, la question d'être PD, est quelque chose qui perd en intérêt. Nous, on le voit avec un taux de mesure très simple, c'est sur YouTube, les vidéos. Le contenu LGBT fait moins de stats que la tête de Mélenchon pour une énième news à la con sur la France Insoumise. Ça veut dire que les gens veulent plus réfléchir profondément à ça, tu vois, il y a un truc qui est... Ça se reniche, tu vois, il y a quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Tu vois, la seule vidéo qui a marché sur la question LGBT, c'est une vidéo sur les terres, parce que c'est une vidéo d'affrontement. Tu sais, j'ai pas de réponse à ça, parce que ça me dépasse totalement. Bah oui, mais nous c'est la grosse inquiétude. Il y a eu un post de Thierry Schaffhauser, il y a quelques jours, sur Facebook, où il raconte vraiment ses difficultés en tant que travailleur du sexe, le fait qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'endroits où on peut parler de tout ça. Et moi, je vois, tu vois, mon bouquin, je parle de la sexualité d'une manière quand même vachement crue. Ouais. Et vachement transparente. Et je vois maintenant que, au lieu d'être quelque chose qui est positif,
personne ne m'en a parlé. Parce que je pense que les gens sont gênés. Une seule interview qui me pose des questions sur pourquoi tu as voulu parler de ta sexualité d'une manière si franche à un moment où il n'y a plus de bouquins là-dessus. Les gays ne parlent plus de leur sexualité avec le chemsex, avec tout ce qui se passe. Il y a plein de trucs, ça bourgeonne de tous les côtés. Et il parle, parce que tu vois, le chemsex, c'est un très bon exemple, par exemple. C'est que le chemsex n'est vu que sous un angle de condamnation, prévention, enfin moi, prévention addicto, quoi. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. C'est pas pour rien qu'on vient de voir, de toute façon, t'imagines bien. Non, mais tu vois, c'est devenu, en fait, le discours associatif de aide a asséché, en fait, le discours. Vous faites du chemsex parce que vous êtes malheureux de la société, l'homophobie, point barre. Mais c'est pas que ça, tu fais du chemsex parce que pour le fun. Mais les gens oublient que la drogue, c'est bien. Moi, je parle beaucoup, j'ai passé, toute ma jeunesse, j'étais sous héroïne, j'ai été vraiment au fond du truc et tout. Aujourd'hui, je me suis calmé, et il y a plein de gens la phrase de dire, mais c'est la meilleure drogue du monde, les gens sont choqués, et d'expliquer personne ne se drogue pour rien, c'est que faut arrêter de mentir aux gens, de faire croire qu'il n'y a pas de plaisir à ça et qu'il n'y a rien à en retirer, parce que c'est un mensonge. Des années 70, ils n'ont jamais dit je me pique parce que la société est pas bien. Tu vois, ils voulaient prendre leur pied. Bah oui, c'est ça. Que c'était le crack, c'est autre chose. Mais parce que le crack, c'est encore autre chose. Mais parce que j'ai des copains qui me disent que le crack, c'est le meilleur truc. Le crack, moi, j'en ai pris une fois, j'ai pas du tout aimé. Ouais. Mais il y a un truc aussi où le discours médical, t'en parlais dans la discussion avec Asud, avec Thierry, Ah, t'as regardé ça. Oui. Mais sur la façon dont à chaque fois c'est capté par le discours médical, donc sous l'angle de l'addiction. Ouais. Et du coup, le discours médical offre une perspective de fuite, de dire non mais je suis victime de l'addiction, et pour un Andy Kerbrad ça fonctionne, mais du coup on loupe le sujet. Sauf que personne ne parle que si Andy Kerbrad avait pas fait une partouze sous 3M, ça se trouve il serait tiré une balle dans la tête en fait. Être à 2 doigts de mourir avec l'héroïne m'a permis de ne pas simplement mourir 2 ans plus tôt avec le suicide. C'est que vraiment il y a un truc où c'était une option dans ma vie où j'étais en mode soit je me suicide vraiment, soit je me suicide à petit feu. Et le suicide à petit feu m'a permis de l'éviter au final. Mais même ça, c'est une perspective de la misère quelque part. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'était joyeux. C'était au final un vitalisme. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Moi, le mec, comment il s'appelle, le mec qui a écrit le bouquin Est-ce que tu m'aimerais si j'avais une bite plus grosse? Très bon bouquin qui est presque du Dustin, fun. Mais pourquoi? Parce que le mec, c'est un noir américain. Voilà, donc ça et tout de suite, ça change tout, tu vois. Tout le côté scandaleux de Dustin, tout d'un coup, il devient drôle. Parce que c'est un mec qui n'a pas de fric. Brontë Spurnell. Voilà. Ouais. C'est moins nihiliste, du coup. C'est drôle. Ouais. Moi, le seul problème, quand même, c'est que c'est une nouvelle addiction qui s'ajoute à d'autres addictions. Oui, ça c'est clair. Et ça, quand même, en termes de santé publique, et puis d'anciens séropos associatifs, activistes et tout ça, ça me fait peur. Parce que je vois quand même, moi je connais des copains qui sont psys, qui me disent aujourd'hui, moi ça y est, j'en prends plus de mecs, de gays qui font du chemsex. C'est toujours les mêmes histoires. Moi, mon traitement de substitution pour l'héroïne, j'ai changé de médecin dernièrement et j'ai réussi à trouver un médecin gay. Je me disais ça va être bien et tout. Mais du coup, en fait, il est dans le traumatisme. Tout de suite, angoisse de gay qui vient, traitement de substitution pour l'héroïne, chemsex. Tu sais, j'ai vu le trauma. Genre, ça y est, je suis reparti. Il m'a fait le discours automatique sur le chemsex, dépistage, chemsex, PrEP, machin. Mais ce qui est bien, tu vois. Mais tu vois, j'ai vu tout de suite, tu vois, la mécanique et surtout sa résignation. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un truc. Tu vois, il n'y avait pas un c'était pas un thérapeutique qui c'était vraiment un truc de homosexuel, bon bah vas-y j'y vais, c'est parti. Je pense qu'il pourrait faire une fiche à points à marquer avec les gays comme ça. Je crois qu'il a peut-être été submergé de capacités, c'est ça, mais exactement. Le truc c'est qu'il est en train de reproduire exactement le même truc qu'il y avait au début du sida, sur t'es dans une grille et puis on va d'abord penser à la protection plutôt à comprendre le fun qu'il y a derrière. Moi je crois vraiment que le chemsex maintenant permet aux gays de parler du cul entre eux.
Surtout quand ils font des partous, ils sont pas en train de baiser pendant 24 heures. Hein. Ils font des bien pauses sûr, et bien sûr. pendant les pauses, c'est là où ils parlent de leurs problèmes ou de leurs plaisirs ou de leurs trucs. Et donc, c'est ça en fait, ce microcosme-là qu'il faudrait comprendre, qu'il faudrait faire remonter, parce que ils sont en train de parler de la sexualité entre eux. Oui. Et de ce qu'ils font, Et de ce quand qu'ils ils font sortent pas. de ça, ils ne parlent plus de sexualité, ils parlent que de drogue. Et tu le vois sur des médias de merde, avec drapeau arc-en-ciel, TikTok de j'ai fait du chemsex pendant 5 ans et donc j'ai arrêté. Il y a un truc, encore une fois, c'est dépolitisant, c'est-à-dire que ça parle jamais de politique, ça parle jamais de conditions de vie. Et je pense que ça crée une situation où même va y avoir une sorte de génération qui va devenir celle du chemsex, qui s'est détruit là-dedans, et rien, on va même pas en retirer les instants de beauté, parce que tu vois, enfin, il y a ça aussi, tu vois, enfin, mais après... On peut imaginer que comme il y a des cycles pour tout, le creux dans lequel on est Oui, moi je va crois beaucoup au creux de la peut-être vague. reproposer des nouveaux trucs qui vont émerger dans les années qui viennent. Ou alors on va vraiment dans une sorte d'oubli total et tout ça, mais je crois que c'est ce type de problème qui va peut-être repolitiser les gens ou les ramener à s'exprimer plus. Parce que quand même, c'est incroyable que les gens ne parlent plus de leur sexualité. Bah, c'est ce que tu dis un peu dans le bouquin, qu'il y a eu un début positif avec le MeToo gay, mais très vite ça a rien Le donné. MeToo gay en France, qu'est-ce qu'il est pourquoi le MeToo gay, pour moi, c'est pas possible? C'est que je pense qu'il y a beaucoup de mecs comme moi, jamais de ma vie, j'afficherai les mecs qui m'ont fait des dingueries, c'est impossible. Bah, c'est ça aussi, Jamais je les jetterai en peinture à l'homophobie, c'est impossible pour moi. moi. L'angle des violences qui fait que c'est d'autant plus... Comme tu as le poids de la stigmatisation, et je sais que même beaucoup dans le milieu lesbien, on parlait beaucoup quand on parlait de l'alcoolisme, quand on parlait des violences entre meufs, etc. Le premier truc, c'était... Il y a trop de lesbophobie, on n'en parle pas. Oui, voilà, mais c'est un sujet tabou qui est ridicule. Mais du coup, l'angle des violences est impossible. Il y a des tentatives, en fait, de faire émerger, de se dire, bon, par quel angle on va se remettre à en parler. Dans les années 2015, c'était l'angle découverte, vidéo YouTube sexo. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert ma sexualité. Hein. Alors, c'est comme ça que j'ai fait toute mon éducation sexuelle, ou le porno aussi. Et encore, le porno, c'est de plus en plus difficile d'accès. Du coup, ça va être de plus en plus des productions de merde, ou alors des productions plus non, hard. c'est partout sur Twitter. OnlyFans, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire... C'est juste que toi, t'as un intello du cul. Tu consommes pas le Il y avait un compte Twitter, dès que Elon Musk a repris Twitter, il a sauté, ça s'appelait Old Masculinity, c'était que des vieux trucs, que des vieilles photos magnifiques de bodybuilders, de trucs. Toi, t'es trop un sapiosexuel du cul. C'est ça ton problème. Mais en plus, moi, je suis fidèle. C'est un sapio du cul, quoi. Genre, oui, mais moi aussi, mais ça... je veux dire, à travers ces images-là, elles sont fondamentales. Hein. C'est des archives, c'est des archives. J'ai l'impression qu'il y a des tentatives de trouver des angles pour parler de sexualité, mais il manque, je sais pas ce qui manque. Bon, il manque je sais pas, il manque le plaisir en fait, presque. L'héritage du sexe positif, un peu LGBT, ça se revient un peu dans la question des kinks, BDSM, kinky, etc., notamment dans la communauté transfemme par exemple, mais pas que, transmasque aussi, et même... C'est partout. Gay. Oui, c'est ça, et il y a un sujet sur ça qui, je pense, par exemple, est inexploré, c'est que qu'est-ce que tu dois analyser d'un parallèle avec un puritanisme et une omerta et des pratiques de plus en plus extrêmes et surtout non maîtrisées? Oui, parce que l'intérêt du BDSM, c'est l'aftercare. C'est le soin qu'il y a après. Mais justement, moi je pense que t'as des jeunes PD, des jeunes queer, des jeunes LGBT qui font du BDSM pour avoir un câlin à la fin. Parce que sur Grindr, le sexe est plus vanilla, mais le câlin n'arrive plus. Et que peut-être dans le milieu BDSM, ils n'ont pas envie de se prendre des tartes et des trucs, mais au final, l'aftercare, qui est un peu le fétiche du truc, arrive. Tu vois, il y a un truc qui est bizarre. La communauté queer BDSM, enfin qu'on appelait SM avant, elle a toujours été basée sur une fraternité. Moi, j'ai une histoire géniale comme ça. J'ai pas eu beaucoup d'expérience BDSM, mais c'est vrai, dans les années 80, j'ai essayé. J'étais au BH, mais j'allais jamais dans les backrooms parce que vraiment, ces backrooms au BH, c'était... Rien que t'allais dans les chiottes, il y avait des mecs qui essayaient de te tirer vers les backrooms. T'avais presque peur d'aller dans les chiottes parce que tu savais pas si t'allais attraper...
Mais il y a un mec anglais, je me rappellerai toujours cette histoire, qui m'avait sorti sa bite alors qu'il partait, et puis elle était pas mal, et puis surtout, c'était un mec sympa, âgé, qui avait déjà 45 ans. Et j'étais allé à Londres, il était venu me chercher, il m'avait amené dans sa baraque, loin, dans la banlieue, une baraque assez belle, le cuir friqué, tu vois, Ouais. sûrement docteur ou un truc comme ça. Puis on avait commencé à baiser, puis il a voulu que je lui tape sur les fesses, et puis tu sais, moi j'ai comme une conne, un peu comme dans Ali Wong, c'était, j'ai commencé à lui taper comme ça, et puis s'est retourné, et puis il a rigolé, il dit bon allez, on va dans la cuisine, on va manger une pizza. Mais le mec était tellement cool qu'il m'a ramené en bagnole. Tu vois, et ça, ce type d'être correct, bah, ça a toujours existé dans la communauté SM. Mais le problème, c'est que je ne sais pas maintenant si ça rééquilibre quand même un truc, moi, quand même, qui me choque. Hein, quand même, les histoires d'abus, les histoires, quand même, se faire taper dessus. Moi, je suis quand même, de toute façon, n'importe comment, j'ai toujours un peu du mal avec la violence dans le sexe. Bah, c'est ça. Je viens d'une génération où vraiment, on ne faisait pas ça. Parce qu'il n'y avait pas autant de possibilités sexuelles et que déjà, le fait d'avoir du sexe qui était correct et excitant, c'était quand même déjà un objectif assez intéressant. Mais bien sûr. tu vois, maintenant, quand même, recevoir des baffes, se faire cracher dessus, j'ai un problème avec ça. Je vois souvent que des fois, c'est pas nécessaire. Et puis, il faut dire que moi, j'étais tellement marqué par le VIH où tout un paquet de pratiques ne pouvaient Tous les fluides n'étaient pas... se faire. Oui. Tu pouvais pas bouffer le cul d'un mec à cette époque-là. Donc, tu vois, maintenant, bouffer le cul de quelqu'un, tu peux le faire pendant des heures, c'est génial et tout. Mais il y avait beaucoup de trucs qu'on ne pouvait pas faire et je crois que ma génération, quand même, a été marquée par ça. Je me dis qu'il y a tellement de possibilités de plaisir qu'avant de passer à ça tout de suite, et surtout très jeune dans la vie, tu vois, les cuirs, avant, c'était des mecs de 40, 45 ans. Maintenant, c'est 19 ans, 20 ans. Moi, je pense qu'il y a aussi, quand on dit ça, je pense qu'il y a un côté un peu vieux con et jugeant, un peu je pense que c'est inentendable de dire ça, parce qu'il y a un truc de ah, vous êtes bien gentil, vous avez votre sexualité bien respectable, bien gentil, et vous nous jugez, tu vois, le king shame. Ouais. Tu vois, le terme king shame, tu vois, c'est pas bien, etc. Alors que, de fait aussi, je trouve que le rapport à la sexualité, c'est aussi un rapport à l'acceptation, à des choses que t'aimes, et aussi construire ce que tu rejettes, quoi. Et que justement, moi, je pense que c'est important d'apprendre à king-shamer, même pour soi-même. Ça veut dire que si tu comprends que dans la sexualité, tu vas découvrir des choses que t'aimes pas, quand tu vas les découvrir, ça va être moins aussi traumatisant, parce que tu vois, genre, t'es obligé, pour savoir que t'aimes pas quelque chose, t'es quand même un peu obligé de la tester. Non, et puis de toute façon, il y a une curiosité qui est de base et qui fait que tu as envie d'essayer des nouveaux trucs et tout ça. Mais il faut être prêt à pas aimer ça. Oui. Je pense. C'est moi, important. Moi, j'ai eu quelques contacts avec des mecs, des sex friends que j'ai eus, des mecs de 25 ans qui me disaient « ça y est, j'ai déjà tout fait ». Bon, moi, tu vois, ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire, comment tu continues ta vie quand tu es déjà à 25 ans dans une truc de... Ça me fait penser aux bourgeois qui voyagent et qui disent « on a fait la Chine ». T'avais une série de vidéos qui s'appelait les ABCs of LGBT. Hello YouTube, there is going to be a lot of fast talking in this video. ABCs of LGBT, if you will. C'était un catalogue d'identité. C'était au moment où je me découvrais, j'avais presque l'impression d'avoir un catalogue, mon catalogue de jouets de Noël, et de devoir cocher oui, non, etc. Et ça donne une approche où, comme j'y reviens un peu, mais où toute sexualité, comme toute identité est sortie de son contexte et peut être juste intellectualisée sur catalogue, ce qui fait la sexualité, c'est plus la personne avec qui t'es. Ce qui fait l'identité, c'est plus le contexte dans lequel t'es, mais c'est la pratique. C'est ça, c'est la pratique et... Même l'objet. Ouais, t'arrives à un bout. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est autour. C'est ça. J'ai l'impression que c'est une espèce de fantasme un peu obligatoire
quand tu te politises, que t'es gay, que t'es queer en général et tout, c'est faut lire des bouquins. Alors du coup, on se met aussi beaucoup à avoir ce rapport de culte de la personnalité avec des penseurs au lieu de les lire dans leurs contradictions, dans leurs trucs, et presque... mais parce que en fait, on est dans une quête permanente de notre révolution perdue, en fait. Enfin, il y a une espèce de spleen révolutionnaire pas résolu, quoi. Mais moi, tu vois, quand il y a des sortes de consensus intellectuels là-dessus, je m'en écarte systématiquement. Tu vois, j'ai grandi sans Foucault, j'ai fait ACT UP sans Foucault, je suis un oui, peu tu racontes comme... ta rencontre avec Daniel Defer et tu dis, oh, si c'est ça, Foucault. Non, mais vraiment, je me suis dit, putain, c'est ça l'entraide, c'est ça la philosophie, c'est ça, tu vois. Et donc, forcément, j'ai vu des trucs de classe, moi, beaucoup plus que une histoire de politique. J'ai vu un problème d'intello universitaire et qui était d'une classe politique qui n'était pas la mienne. Et je pense qu'on peut se créer vraiment en passant souvent à côté de ces trucs-là, pour se construire à côté. Le parti pris que tu as eu avec Magazine, qui était celui de la musique, de la culture, comme on dit avec un grand C, mais finalement tous ces espaces de vitalité qui sont pas des discours intellectuels, comme il pouvait y avoir dans Guépier par exemple, ou Gengam écrivait, etc. D'ailleurs, je pense que c'était un peu le clash un peu entre Magazine et Guépier, mais c'était aussi un parti pris de montrer l'évidence en fait sans avoir à la surintellectualiser. Oui, et puis de montrer le côté positif de la création et le côté heureux d'être gay. Et puis surtout, si t'es dans le truc, dans le laïus et dans le machin de on est malheureux, gna gna gna. Tu vois, les gens que je parlais de John Waters tout à l'heure, mais des gens comme John Waters se sont jamais plaints d'une manière politique de vivre à Baltimore. Et donc, il y a un côté drôle à travailler dans la précarité à cette époque-là qui me plaisait. Encore une fois, Magazine, c'était pas un truc où on allait parler de la dureté de la vie. On voulait juste créditer les créateurs, les réalisateurs de cinéma, qui faisaient un boulot qui était positif. C'était le côté positif qui nous plaisait. Comment ces gens arrivaient à créer alors que c'était des marginaux. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai toujours aimé l'underground. C'est toujours dans la musique, dans tout. Je trouve que l'underground me plaît parce que on sort du pathos. Mais même dans l'écriture, c'est ce que tu expliques aussi, c'est que l'aspect fan était aussi importante, même le fait de parler à la première personne, etc. C'est que c'est aussi dans le plaisir que tu as à parler et à faire parler et à raconter que tu transmets aussi cette étincelle-là, quoi. Oui, j'essayais de séduire. Comme j'étais pas journaliste, comme j'avais jamais appris à être journaliste, mon truc c'était d'essayer de partager le plaisir que j'avais écouté de la musique, tel disque ou tel truc, et d'essayer d'être communicatif là-dessus. Et souvent, les gens me disaient, on comprend rien à ce que tu dis, mais ils étaient excités, ils allaient voir quel était le disque dont j'avais parlé. Donc, je pense qu'on peut vraiment faire de l'éducation et de la promotion dans le bon sens du terme en étant juste sincère, quoi. Je me suis construit face à une autre manière de faire du journalisme que je trouvais chiante. Ouais. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai eu la possibilité de travailler pour Libé, pour moi c'était Libé, ça serait jamais Le Monde. Le Monde avait un formatage, il n'y avait pas d'illustration, la maquette était moche, et puis c'était les riches. Tu vois, alors que Libération 77, c'était Olivia Clavel, les punks, Elana Zera, et tout ça, c'était forcément plus ma famille. Mais même à Libé, après, ils ont commencé à faire des sortes de théories sur la musique, et moi, je voulais juste que les gens dansent, tu vois, que les gens...
Moi, ça me faisait toujours rigoler pendant les voyages de presse quand il y avait des journalistes du Monde qui arrivaient presque en costard dans des raves, qui dansaient jamais. Et je me foutais de leur gueule, quoi. Je dis, mais comment vous écrivez sur la house, sur la dance music, mais je vous ai jamais vu danser. Oui, encore une fois, le corps, quoi. Oui, si t'es pas capable de manifester le plaisir vraiment de danser, ça veut dire que t'as pas compris la musique, t'as pas compris l'extase, t'as pas compris la drogue, la transpiration, le truc. Parce que je l'ai vu dans les clubs noirs américains, je les ai vus dans les clubs latinos où des fois je voyais une foule en train de répondre à un micro-son, à un beat, à un break de 15 secondes que moi-même j'avais même pas remarqué. Donc tu es obligé de te dire qu'est-ce qu'ils connaissent de plus que moi qui fait que moi je suis en train de danser avec eux, mais ils viennent tous en train de réagir sur quelque chose que j'ai même pas entendu. Il y a un mystère là-dedans. Et ce mystère, c'est de la musique noire, c'est de tout ce qu'on ne connaît pas, nous, en tant que Blancs, et qui est transmis de génération en génération, ou même dans l'inconscient. Quand tu vois Rise, le film de David Chappelle, où des gosses de Los Angeles se font des masques africains et qui n'ont jamais vu les masques africains, et que dans le film, on voit des photos des masques antiques, tu vois, de comment ils se maquillent et tout ça, et que les gosses des banlieues de Los Angeles n'ont jamais vu ces photos, ils n'ont pas accès à ce truc-là. Et ils reproduisent un machin ancestral. Qu'est-ce que tu veux, c'est merveilleux. Mais tu peux parler de même ça des fêtes, des fêtes bretonnes, tu vois, où les gens dansent. Tout le truc du folk, c'est vraiment de la perpétuation de traditions et d'enivrement, hein, d'état second, de trucs chamaniques, quoi. Hein. Tu vois, tu disais pour les Blancs, pour percevoir ce truc-là, je pense que c'est aussi l'intérêt de la drogue dans le rapport au clubbing, c'est aussi pour créer les conditions de briser des barrières sur ce sujet-là et de rentrer dans t'es quelque moins chose, intimidé. Moi, quand j'ai découvert l'extase, j'ai vraiment compris que c'était la drogue pour moi. Hein. Alors que j'avais pris des acides quand j'étais jeune, les joints, j'aimais pas ça. Toutes les drogues des années 70, je les aimais pas. Mais quand l'extase, pour moi, c'était une révélation, quoi. Parce que la libération par rapport à la musique. Parce que c'était pas très fort. Et puis, je voyais le côté empathique du truc. C'est connu que l'extase, si tu avais un ennemi dans le club, si tu étais high, tu allais le voir au bout de 2 heures et lui dire on va oublier. Tu vois, si tu es capable de te réconcilier avec un ennemi dans un club, parce qu'il y a l'extase, que tu es dans un état de love qui est tellement que tu es capable d'oublier tes rancœurs et tes querelles, et que tu vois toute la musique sous le prisme du partage, de l'amour, de l'épuisement de la danse, tu vois, c'est vraiment quelque chose, en tant que Blanc, tu sors du domaine du rock, tu vois, de tout ce qui est vraiment... moi, en tant que gay, j'avais pas envie d'apprendre à danser. Tu vois... le fait de danser tout seul, je pense que c'est une liberté en tant que gay qui est aussi forte que le fait de ne pas avoir à se marier, à rentrer de tout un paquet d'obligations sociales qui me faisaient chier avant même de comprendre que j'étais homosexuel. Le rapport à un espace de liberté est singulièrement plus important pour les communautés les plus dominées. Ça veut dire que un espace d'expression libre pour un hétérosexuel blanc, je pense qu'il n'a pas tant de valeur que ça. Alors que je pense que pour un homosexuel, pour des noirs, pour tout ce que des latinos, des trucs, c'est que je pense que ça a une valeur supérieure, imperceptible. Tu te retrouves dans ton pour des groupe. gens où la liberté est partout, quoi. Tu te retrouves dans ton groupe, c'est comme le voguing, c'est comme le truc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu es persécuté dans le reste de la société, mais là, tu es accepté. Je crois qu'il y a un truc fondamental. Accepté, voire même dominant. Oui, ça veut dire que, tu vois, un hétéro un peu pas sûr de lui, dans une soirée gay,
perd tout le pouvoir qu'il a à cet endroit-là. En fait, il n'en a plus. Et je pense que l'expérience d'être un blanc dans un club de noirs où tu es une minorité, c'est un truc mais fondamental. Ça t'apprend à trouver ta place, à retourner, tu vois, le truc, parce que là, tu es en minorité totale et donc tu peux pas la ramener. Tu dois avoir un côté humble. D'ailleurs, moi, toujours dans les clubs, je me mets dans un coin et j'observe, je danse. Je vais rarement au milieu. Et c'est parce que, tout simplement, je trouve que le point d'observation, il est toujours plus intéressant. Et puis surtout, c'est que je sais que c'est pas mon club. C'est mon club dans le sens que j'y vais, je l'aime, mais tout est renversé. C'est-à-dire les privilèges sont pas les mêmes. Et tu dois faire attention, tu dois être patient, tu dois être poli. Et nous, quand on a fait KABP et Otra, on se retrouvait avec des hétéros qui étaient en minorité, mais qui adoraient ça parce que ils étaient dans un club qui était 60% gay, 40% hétéro. Les nanas, personne ne les emmerdait. Et les nanas, elles avaient le choix de choisir. Tu vois, la possibilité de choisir. Ouais. Et pour un hétéro, tu vois, je pense qu'il n'y a rien de mieux. D'être dans un club mixte où tu as moins de compétition et il n'y a pas d'engueulade, il n'y a pas de baston d'hétéros, il n'y a pas toute cette violence qui est reproduite dans la drague envers les filles. Mais est-ce que c'est parce que c'était ce qui se passait dans le club ou c'est parce que c'était des hétéros prêts à venir dans un club gay qu'ils étaient moins Oui, bien violents? sûr, c'était ça. Ils savent que la musique est bonne, donc ils viennent d'abord pour la musique, mais le fait de se trouver dans un club mixte où la majorité est gay, forcément t'oblige à t'adapter. Tu sais que je pense que ça, malheureusement, la dernière fois que j'ai parlé de club gay à un hétéro, il m'a dit « Oh là là, le problème, c'est qu'on m'a touché le cul pendant la mais soirée, ça, je pense que... Ils sont encore quand même beaucoup angoissés par le côté tactile des homosexuels. Oui, mais d'un autre côté, c'est une sorte de preuve d'affection et d'attirance, tu vois. Sois content que, je veux dire, be happy. Je veux dire, si tu te fais draguer, de toute façon, ce sera jamais lourdingue. Si c'est lourdingue, tu peux lui dire au mec, mais c'est quand même quelque chose. Ça arrive des gays lourdingues, mais c'est pas non plus... Je pense que c'est pas pareil quand tu vas dans un club pour la musique que quand tu y vas pour... draguer. Ouais. Moi qui suis passé d'une génération où j'aimais être dans les clubs gays où il y avait que des gays, très vite quand même j'ai compris que ce qui était meilleur c'était les clubs mixtes. Parce que vraiment, dès qu'il y a des nanas, de toute façon déjà c'est une sorte d'équilibre de la situation. C'est-à-dire quand t'as que des mecs, tout de suite ça devient Gym Queen. Et je sais que j'ai rien contre le Gym Queen, mais c'est une question de proportion, tu vois. S'il y a que ça devient des circuits de party et c'est que des porcs. Donc il y a un côté éducatif chez les nanas qui est qu'il y a un côté modérateur dans la présence des filles. Oui, c'est ce que tu racontais sur Act Up, où quand ça se foutait sur la gueule, t'avais les mères de gens qui étaient morts qui disaient « Bon, c'est bon, on passe à autre chose » et ça a calmé la situation. Je pense que les filles, souvent, dans le travail associatif, les femmes, d'une manière générale, sont des régulatrices parce que il y a un côté, elles travaillent mieux, tout simplement. C'est-à-dire, moi, je pense que, tu vois, toutes les nanas avec qui j'ai travaillé, qui étaient rédactrices en chef et tout ça, j'ai jamais eu de problème. Et puis, je pense qu'à partir du moment où dans un club, les nanas sont bien traitées, qu'on les respecte et tout ça, ça découle sur tout le reste. Ça retrouve sur les LGBT, sur tout le monde. Et puis, je trouve qu'il y a aussi une appréciation de ce soin-là qui est porté, qui font qu'elles sont d'autant plus fidèles et d'autant plus investies dans le lieu. Là où c'est vrai que chez les gays, il y a un peu plus cette... ils perçoivent moins ce genre d'attention. Et ils sont gâtés pourris. Ils sont gâtés pourris. Les gays sont des gâtés pourris. Moi, j'ai commencé à développer cette théorie il y a déjà 10 ans, 15 ans, qui est que, attendez, vous vous plaignez dans la société, mais vis-à-vis des autres minorités, vous êtes privilégiés.
Ça fait partie des raisons pour lesquelles tu as quitté Paris ou c'était totalement autre chose Quoi? Les déchirures amicales autour Non, de... c'était les lipoatrophies. Ok. Tu vois, là, par exemple, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, si tu me vois le lendemain, j'aurai récupéré 5 ans, 10 ans. Si tu vois la vidéo où je suis en train de m'effriter avec Eric Remès chez Ardisson, tu as un peu une idée à quel point mon visage était maigre. Donc maintenant, ce qu'on peut dire pour conclure, Eric Remès, vous êtes devenu le bon samaritain de l'amour. C'est-à-dire que maintenant, vous aidez les gens à jouir, vous faites de la prévention. Ça doit vous faire plaisir de le voir devenir comme ça, le bon samaritain de l'amour. D'abord, c'est pas un bon samaritain, et encore une fois, c'est de la merde. C'est de la merde. Toi, tu restes toujours dans le négatif et dans la haine. C'est ton problème. Tu restes dans le dépressif. T'es un dépressif. T'es un dépressif. Je me trouvais trop laid, quoi. Je me faisais peur dans la rue. Têtu là-dessus a été correct parce que quand même on était plusieurs gays séropos à Têtu qui étaient lipodystrophés et on n'avait pas les moyens de se faire les injections. Et Têtu là-dessus nous a payé. Donc ce qui fait que ça m'a changé la vie quand j'ai pu avoir ça. Mais j'étais trop, tu vois, les stigmates du sida, ça me rendait malade. Et puis j'ai eu l'impression que j'avais fait mon temps à Paris, tu vois, tout simplement. Et puis quand même, ça faisait pas mal de temps que je rêvais de partir à la campagne. Hein. Donc, le thé. Non, mais j'adore, je peux parler pendant des heures. Surtout avec des gens bien. Ah, ça fait plaisir. Je sais plus par qui, c'était d'abord Wissam qui m'avait dit « Ah tiens... Non, avant ça, tu sais j'avais que parlé j'ai jamais avec un ami. rencontré Wissam. Hein. Ah ouais? Il faudrait, il t'aime beaucoup. Ouais. Il a un côté un peu intello asséché, des fois, entre guillemets. Mais en même temps, Mais ça fait c'est son un charme. mec qui est vraiment vivant et joyeux et vraiment drôle. Et il t'aime beaucoup. Celui qui travaille vraiment la question de la sexualité, c'est lui. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est aussi le musulman le plus pratiquant du groupe. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu vois que dans l'imaginaire qu'on peut avoir et qu'au final, celui qui est le plus dans la religion, pour qui c'est le plus important, est aussi celui qui a le moins de honte à parler de sexualité, à s'intéresser aux sexualités homosexuelles. Tu vois, il y a un truc. Il est calé dans sa religion. Oui, il n'a rien à compenser. Il n'y a pas d'angoisse identitaire. Voilà, ils ne se sont pas inquiétés ou déstabilisés. C'est exactement ça. Mais pendant des années, tout le monde m'a dit « va voir Wissam ». Tu vois, tout le monde m'a dit ça pendant des années. Mais j'attendais un peu que ça soit Aurillac, tu vois, qui me fasse, qui me rapproche de lui. Bon, elle est reconnue à l'étranger, hein, mais elle n'a pas le succès de carriériste de Rokhaya Diallo, par exemple, qui elle, de toute façon, maintenant la France n'existe plus. Et dans une certaine mesure, il y a un besoin de reconnaissance pour ces trucs-là. Parce que quand tu prends des risques, comme elle en a pris, normalement... il devrait y avoir de la gratitude. Voilà, de la gratitude. C'est exactement ce que je pense pour moi, pour d'autres trucs. C'est qu'à un moment, quand tu fous le truc... Toi, tu as un sentiment d'ingratitude, globalement, envers toi. Pas vraiment d'ingratitude, parce que je suis parti vraiment à vivre à la campagne. Si j'étais à Paris, là, oui. Tu le ressentirais plus, je ressentirais plus, parce que je me dirais quand même, là, vous exagérez. Je suis accessible. Mais, voilà. Mais là, je me suis mis en retrait naturellement, donc... Mais est-ce que tu t'es mis en retrait pour te protéger de l'ingratitude aussi, du coup? Je me suis en retrait parce que quand même, je recevais quand même pas mal de coups. C'était plus possible. Que j'ai eu... de Têtu, après de Twitter, de Shitstorm, de tout. Heureusement que j'étais à la campagne pour les digérer, mais non, moi je considère qu'après tout, les gens m'aiment bien sur la musique, sur le sida, je peux pas me plaindre, tu vois. Tu vois, par exemple, les écolos me respectent plus que les les personnes qui travaillent sur l'anticolonialisme. Ouais. Les écolos, maintenant, ils sont tous à parler d'ACT UP, tu vois. Oui, parce que la méthode d'action doit les inspirer aussi. Mais complètement. Le bouquin d'ACT UP, maintenant, il est toujours édité, il se lit toujours grâce aux écolos. Donc les écolos sont obligés de voir qu'à un moment, on a fait, il y a 40 ans, il y a 30 ans, ce qu'ils font aujourd'hui, et que nous, on ne nous tapait pas dessus,
parce que quand même la police était meilleure à cette époque-là, on est obligé de le dire. Et que Vous la pouviez vous police permettre plus de aujourd'hui, choses. c'est la catastrophe, tu vois. C'est un peu un constat que t'as qui m'a un peu glacé en vrai en le disant sur le fait qu'aujourd'hui le degré de répression est tel que... On pourrait pas faire Act Up. Ouais. On pourrait pas faire Act Up. Que tu sois blanc ou noir, on pourrait pas faire Act Up. Et quand tu as 60% tu vois, des flics qui sont au Rassemblement national, on n'avait pas ça, nous on avait une police qui a été reformatée par Daniel Defer, par la gauche. Les flics, quand ils venaient nous voir, ils avaient un peu peur des séropodes, mais ils nous traitaient quand même plutôt bien. Quand on a eu des gardes à vue, c'était 24 heures, c'est pas les trucs pas les qu'on a 72 aujourd'hui heures, de 48 heures Et et puis plus. les soulèvements de la terre qui sont qualifiés de terroristes Voilà, par le tu parquet. vois. Il y a le traitement judiciaire derrière Je aussi. disais que nous, on n'a jamais eu. On n'a pas eu pratiquement de procès, tu vois, en 15 ans, 20 ans. Alors que vous avez fait des sacrés trucs. C'est la guerre. En colère. On est une trentaine, on est en train d'encapoter l'obélisque et on souhaite que la capote reste toute la journée. On vous demande de faire votre possible pour ça. On crève tous les jours, donc laissez-nous aujourd'hui au moins. Vous embarquez pas aujourd'hui. Et vous partiriez dans... Vous laisseriez L'exemple d'Act Up qui pourrait être transposé pour la maladie de Lyme, pour tout un paquet de trucs, eh ben, les malades, ils vont pas utiliser ça, ils vont pas faire des apps ou des trucs, alors qu'on sait qu'ils peuvent trouver les médicaments. Hein. C'est vrai que sur l'activisme thérapeutique en général, c'est un truc qui a tout changé, même dans la relation entre patients et médecins. Moi, je le lisais en lien avec toutes les luttes des malades, et même en vrai les luttes trans aussi, hein, pour obtenir des études sur de long terme sur les hormones. Pas parce qu'on voulait savoir les effets, mais qu'on voulait qu'enfin ils les admettent. Quoi. Oui, mais bien sûr. Et tu vois à quel point les transitions maintenant sont facilitées. C'est toujours compliqué, mais c'est quand même vachement mieux, même esthétiquement. Je suis pas passé par la case psychiatre. Il y a un truc aussi où tu as des accès qui sont plus faciles maintenant parce que tu as des médecins généralistes qui se sont formés. Je pense que le fait que tu sois parisien a aidé. Attention. Ah, mais bien sûr. Je pense que certains endroits en dehors de Paris doivent être plus difficiles, notamment pour les trans femmes. J'avais rencontré la présidente du centre LGBT à Limoges, qui est une vieille dégouine rouge, qui s'est barrée à la campagne, qui est ultra déterre. Et le centre LGBT, c'est elle, dans son salon, qui accueille les familles qui ont des enfants trans pour les aider à les rediriger vers des médecins et tout. Et le jour où elle n'est plus là. Et le jour où elle n'est plus là, il y a c'est plus ça le problème aussi, quoi. c'est que tu vois. Parce que tu as ça dans le sida aussi. Mais après tout, maintenant, tu as quand même la nouvelle génération qui n'est pas tellement formée et qui ne connaissent pas les effets secondaires, tu vois, des trucs comme ça. Donc, mais quand même, dans le sida, on a réussi à transformer carrément l'accès aux soins, l'accueil à l'hôpital grâce à Aide, mais aussi on a vraiment changé tout l'organigramme, les pratiques, les procédures, tu vois. Tu les as perçues comment, les luttes de pouvoir un peu internes qu'il y a eu il y a quelques années maintenant à la direction d'Act Up entre un peu la nouvelle génération Je sais qu'il y avait eu plusieurs putsch les uns après les autres, j'avais pas trop suivi, mais... Le problème d'Act Up, c'est, tu vois, c'est une association où il n'y a plus que 20 personnes, donc n'importe comment, quand il y a des conflits, ça prend... À 20 personnes, ça prend des proportions énormes. Avant, tu avais un administrateur, tu avais des présidents, tu avais tout un organigramme qui était fait pour qu'on soit ensemble. Tu vois, s'il y avait un problème, il était résolu avant que ça devienne un problème. Donc, quand tu n'as plus personne qui veut être président, là, Arlindo, le pauvre, il s'est fait embrigader pendant une année parce que personne ne veut être président. Mais même à mon époque, personne ne voulait être vraiment président. Hein. Ça se faisait presque quelques jours, une semaine avant l'AG. Mais c'est le problème des associations qui perdurent et à un moment, il faut qu'elles s'arrêtent. Toi, tu penses qu'il faudrait en finir avec Act Up ? Oui, il faut en finir pour laisser la place à d'autres. Je le dis depuis trop longtemps maintenant, je le pense toujours. S'il y avait, les gens se reposent sur l'idée qu'il y a Act Up, même si Act Up maintenant, c'est plus rien.
120 BPM n'a pas aidé à quoi que ce soit. Et le problème, c'est que peut-être à partir du vide, tu peux avoir quelque chose qui se recrée. Tu vois. Mais il y a besoin de faire le vide avant ça, quoi. Il faut faire le vide avant. Ouais, et puis presque, il y a un truc de ACT UP existe toujours. Est-ce que ça a du sens Oui, le militantisme, il y a des effets de mode, comme dans tout. Et donc, il faut comprendre ces effets de mode et il faut se brancher sur ce qui se passe. Mais après tout, ACT UP, ça a été fait avec 15 personnes la première réunion. Je veux dire, il y a le monde, mais est-ce que les gens veulent se réunir à nouveau ? Est-ce que, tu vois, il n'y a que le contact humain qui peut faire des associations. Bien sûr, on travaille sur Internet, mais il faut que les gens se réunissent et se retrouvent et s'y tiennent. On se fait bouffer maintenant, on est instrumentalisé beaucoup plus qu'on mène le discours, tu vois. Ouais. Et puis regarde ce qui s'est passé il y a même un an sur la question palestinienne à ACT UP, où il y a une nana qui a voulu, encore une fois, nous faire le coup de... Voilà, Israël, gna gna gna, tu vois. À mon époque, ça aurait pas duré 5 minutes. Ouais, alors que là, ça a pris des proportions. Mais oui. Ça a été... Parce qu'il n'y a pas d'autorité et parce qu'on a oublié le discours fondamental. ACT UP a manifesté contre la guerre du Golfe en 91. J'y étais. Donc quand tu manifestes contre la guerre du Golfe, tout le reste découle. Ça en découle, il y a une logique. Ouais. Bon, c'est sûr que quand il y avait les manifs pour la Palestine, il y avait des appels à ACT UP et moi je trouve qu'on n'était pas très nombreux à y aller. On était à peine une vingtaine à une époque où il y avait 100 personnes en réunion. Mais ça, c'est... Ouais, c'était un signe déjà du ver dans le fruit, quoi. Ouais, exactement. Et j'étais là très naïf à dire à tout le monde, mais comment ça se fait qu'il n'y a personne ? Et ce qui est marrant, c'est que tu vois qu'il y a quand même une certaine mobilisation de la communauté queer autour de la question de la Palestine, aujourd'hui, qui dépasse les organisations. Ce qu'on peut voir de politiser queer, trans, PD, etc., est presque plus solide sur d'autres questions que ce qui les concerne, des fois, j'ai l'impression. C'est marrant parce que, tu vois, il y a un truc où, politiquement, ça a le cerveau rempli, ça embrasse. Mais parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. Tu es obligé d'être d'accord là-dessus et de considérer que ce génocide, c'est ce que je dis dans toutes les interviews, je ne vais pas le répéter, mais c'est le truc qui définit notre période. Ah oui, c'est la position sur le sujet. Au-delà de nos apparences, de nos préférences sexuelles, de nos machins, tout ça, ça devient un sujet secondaire. Oui, c'est l'urgence politique. Je veux dire, comment tu peux pas être mobilisé sur ce truc-là quand c'est le truc le plus important ? Donc ça relativise nos propres, tu vois, inquiétudes personnelles. Et tout en faisant aussi émerger les effets de solidarité naturelle. Là, on n'est pas à s'écharper de c'est quoi maintenant la lutte ? Est-ce qu'il faut se battre contre les guet-apens ? Est-ce qu'il faut se battre contre l'homophobie ? Est-ce qu'il faut chercher autre chose ? Est-ce qu'on est des pédales révolutionnaires ? C'est en mode non, on est comme eux parce que c'est l'expérience minoritaire qui fait le taf à notre place aussi, quoi. Non, puis la violence, la mort, le truc, tout. Moi, tu vois, tous les jours, regarder sur Instagram les photos, tu vois, je passe 10 minutes à liker des trucs où je vois de la boucherie, c'est pas possible. Et ça fait 2 ans que ça dure, c'est pas possible. Maintenant, je suis obligé, à notre époque, de voir ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Israël, la Palestine. Et je vois beaucoup de mes amis qui ne sont pas engagés là-dessus, ou même de personnes racisées, où je ne comprends pas les limites, tu vois, des copains noirs que j'ai, et pour qui la Palestine est un non-sujet, alors que c'est vraiment toute la reproduction de l'esclavage, de l'apartheid. Et puis en France, la droite rejoue la guerre d'Algérie par procuration à travers Israël aussi, quoi. Là, c'est Rima Hassan qui en parlait dans une de ses dernières interviews, qui disait le discours politique en France a un problème, la question du génocide commence à être actée dans les milieux de gauche, et là, la question qu'il faut adresser sur la société israélienne, c'est l'apartheid, qui est l'autre fait
l'un des autres faits politiques centrales de ce qui est en train de se passer, et qu'on ne peut pas penser bien le génocide sans penser l'apartheid, on ne peut pas bien penser l'apartheid sans penser le génocide, et qu'elle était en mode ça va falloir travailler dessus, écrire dessus, parce que c'est la main dans les deux concepts s'imbriquent. Ça a changé tout le discours depuis 48 et même avant 48. Tu vois, sur Facebook, moi je suis émerveillé de voir à chaque fois, sur Instagram aussi, toutes ces photos de la Palestine des années 20, 30, 40, 50, 60 et tout ça, et de tout ce discours dont ma génération s'est fait bouffer, parce qu'on s'est fait bouffer par le discours sioniste. Faut dire que Israël dans les années 80 était pas comme Israël dans les années 90, et ce sont les intifadas qui ont fait comprendre tout ça. Moi, j'ai compris qu'Israël était un état d'apartheid que seulement il y a 25 ans. Tu vois, il a fallu que je demande à quelqu'un de caler ACT UP si j'avais raison, parce que moi-même j'étais dans le doute. Moi, je suis un naïf à la base. Je considère que j'ai une chose d'idée un peu naïve de penser qu'on va que vers le meilleur. Et c'est notre génération des boomers qui s'est fait bouffer par ça. Moi, les gens qui m'ont dit toute ma vie, les droits, on les acquiert, mais on peut les perdre, j'y croyais pas. Je me disais, ce qu'on obtient, on le garde. Et c'est là où, tu vois, j'ai peut-être pas assez une éducation marxiste et vraiment de gauche radicale, parce que j'ai cru naïvement, je le voyais dans la vie de tous les jours, dans la musique, dans la mode, dans la culture et tout ça, qu'on allait vers le meilleur. Après, parler de l'apartheid et de il y a 25 ans, c'est 25 ans plus tôt que beaucoup de gens quand même. Dans la nouvelle génération, avant le 7 octobre, il y a des gens de gauche bien installés qui nous ont dit ne parlez pas de la Palestine, ce sujet est fini, c'est de l'international, ça sert à rien, et des trucs en mode de toute façon les antiracistes ne parlent de la Palestine que pour draguer les Noirs et les Arabes en banlieue, et qui aujourd'hui sont vent debout dans la défense depuis le 7 octobre, tu vois, qu'on vu le truc, tu vois, l'obligation politique et morale. À travers Minorité, on a abordé ces sujets il y a 15 ans déjà, et on était déjà en conflit avec les gays du PS qui étaient pro-Israël et qui nous ont fait chier, que j'ai viré, et qui ont fini par carrément avoir un peu ma peau à un moment, tu vois. C'est assez pyramidal, c'est le PS, c'est Hidalgo, c'est tout ça, et on voit à quel point la haine, en fait, des Arabes a été inculquée dans la communauté en disant les Palestiniens c'est des homophobes et les Israéliens sont tolérants. Les Israéliens sont absolument pas tolérants sur les questions LGBT. C'est des fachos total. Je pense que aussi la France s'est pris d'un mépris aussi pour tout le Sud, en se disant que on est l'Occident, on est le meilleur, on est le Nord, l'Atlantique Nord et c'est nous, quoi. Non, et je pense qu'on est en train d'avoir le... moi, c'est ma grande théorie sur la France maintenant, ne fait plus le lien entre le Nord et le Sud. Avant, tu avais les pays avancés dans le Nord et les pays dont on se moquait dans le Sud. Aujourd'hui, dans le Sud, ils sont plus avancés qu'en France. Et c'est tout le sud de l'Amérique du Sud, mais l'Espagne, le Portugal. Et la France est un pays de plouc maintenant, qui se croit supérieur à tout le monde, mais tous les pays qui sont autour de nous sont plus avancés. Pas tous quand même. Bon, l'Italie, ça pose des problèmes, mais la Grande-Bretagne aussi, c'est l'Angleterre et Grèce d'une manière hallucinante. Mais on n'aurait jamais pu prédire que l'Angleterre en viendrait à régresser à ce point dans le multiculturalisme, dans les trans. Ils sont en train de faire la carte du PS, mais 10 ans après. Ils sont en train de faire Hollande. Ils sont en train de faire Hollande. C'est le Brexit, et puis surtout, c'est le refus du multiculturalisme. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'ai vu une news. La France, l'Allemagne et l'Angleterre arrêtent le multiculturalisme. Point. Je veux dire, Est-ce que la France a déjà été multiculturelle ? À la limite, l'Angleterre, je me projette. Non, elle n'a jamais été, mais
Moi, je me rappelle dans les années 70, entre les maghrébins gays et les PD, c'était assez cool. Mais non, la France n'a jamais été multiculturelle. C'est l'universalisme, c'est contre la loi. Mais ça, c'est un truc qu'on a tendance à oublier. On parle beaucoup d'homonationalisme en ce moment, de fémonationalisme. Il faut rappeler que Sarah Faris, quand elle écrit son bouquin sur le fémonationalisme, la citation d'ouverture, c'est Elisabeth Badinter, qui est sucée par tout le PS. En fait, t'as un truc de... Enfin, Trump est presque notre excuse pour pointer du doigt le fascisme d'à côté. Oui, tu rappelles toujours, il rappelle toujours que la nouvelle génération PD a un peu tendance à trop prêter l'homonationalisme à l'extrême et droite. même l'universalisme bébête à l'extrême droite, alors que la gauche de gouvernement, pour dire ça comme ça, on a été par Badinter, voilà, par c'est tout ça. Ce truc, ça donnait Caroline Fourest. Exactement. Et regardez ce que ça donne. Et on met sous le tapis notre héritage de la gauche. Toi, tu as la France Insoumise. La France Insoumise, le début du parcours de Mélenchon, aujourd'hui, c'est amendé, mais c'était un laïcard universaliste, islamophobe. Absolument. Et on peut lui reconnaître qu'il a évolué. Qu'il a évolué, et ça devrait... Et tu vois, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder en face, de dire, mais je vois moi même mes parents qui sont des ouvriers syndicalistes, aussi sur ces sujets-là, tu vois, qui ont ouvert les yeux et qui sont sortis de leur truc bouffeur de curé, machin. Et même, plutôt que de le prêter à l'extrême droite, on devrait presque faire d'une fierté ces parcours-là, de dire, moi, je suis... cette sortie, tu vois, même ce que tu disais, au PS et tout ça, c'est-à-dire que quand tu vois que Mélenchon... Il m'a rendu dingue il y a 15 ans, 10 ans, en disant « Ouais, mais le fait qu'il n'y ait pas de mosquée en France, c'est pas à l'État de s'en faire, c'est pas à l'État de construire des mosquées. Ok, les gens font la prière dans les rues, ils font la prière dans des taudis. Est-ce qu'on fait ça pour les synagogues? Est-ce qu'on fait ça pour les églises? Non. Donc il y a vraiment une religion qui est maltraitée dans ce pays, avec 10% de la population qui est d'origine maghrébine, donc musulmane, donc c'est la honte. Tu vois, c'est un truc d'apartheid. Et le mec, maintenant, a réussi à devenir, à faire vraiment, s'est amendé totalement là-dessus. Mais tu peux pas savoir comme ça m'avait rendu fou à cette époque-là. Ah oui, mais c'est évident. Mais c'est pour ça que, plutôt que de faire semblant que ça n'est presque, tu vois, que ça n'est jamais arrivé, faudrait plutôt faire le bilan de ceux qui ont opéré cette transformation et ceux qui ne le font pas, tu vois. Et je pense aussi que la France Insoumise est responsable de ça, en retournant sa coquiner avec le Parti Socialiste, avec le Parti Communiste. Ça nous a entretenus dans une espèce d'illusion que tous les débats étaient soldés. Que sur l'islamophobie, c'est bon, on était tous d'accord. Et puis bientôt, on pourrait parler de travail du sexe tranquillement. Tu sais, genre, je pense que... Mais en vrai, hein, en 2022, il y a eu une espèce de truc de... c'est bon, ça y est, c'est derrière nous tout ça, et pour se retrouver après, 2 ans plus tard, sur le génocide en Palestine, sur tout ça. Ouais, mais quand même, faut dire que quand même, ces partis-là ont vachement régressé quand même, quand tu vois les Verts, quand tu vois et tout ça, qui normalement devraient être super ouverts là-dessus. À un moment, ils se sont ouverts. C'est-à-dire, tu vois, Thierry Schaffhauser, ils ont essayé de se faire leur truc, et puis ils se sont fait... Enfin, moi, je suis allé à je le répète à chaque fois, à une université d'été des Verts où, carrément, dans la discussion, dans le panel où on était, Thierry et moi, il y avait des militants verts qui disaient « Ouais, c'est vrai que quand même, c'est plus facile aujourd'hui d'être noir que blanc. » Tu vois, et je leur ai fait la leçon, je me suis levé, et de leur dire « Chez les Verts, vous reprenez le discours de TF1 et de trucs. » Donc, c'est des incohérences, ça, normalement, qui devraient être réglées dès le début, tu vois. Quelqu'un qui dit ça, non, mais on le fout dehors. Tu sais, moi, à Tétu, j'étais déjà furieux avant d'être viré quand j'entendais Christophe Marté me sortir des énormités en parlant des musulmans, de genre, mais personne ne les oblige à croire. Et j'avais trouvé ça vraiment dingue, parce que ce type d'universalisme, moi je pouvais le dire peut-être dans les années 80, tu vois, mais quand même sortir ça au début des années 2000, tu vois, j'étais vraiment effaré de dire, écoute, c'est des milliards de personnes que tu es en train de foutre, c'est un peu l'esprit Charlie, quoi, c'est-à-dire, ok, on va faire un dessin, on va s'aliéner 1,5 milliard de personnes sur Terre, et puis après on va dire qu'on est malheureux. Tu vois, il faut faire attention quand même à ce que tu dis, c'est quand même la religion en soi.
c'est quelque chose que tu dois respecter, quoi. Nous, on est des PD contre la religion, on a grandi sans ça, on l'a combattu, mais maintenant on a vu l'instrumentalisation de ce truc-là. Et il y a une beauté dans la religion qu'il faut reconnaître. Mais la propagande sur le sujet, moi je vois on travaille avec Wissam de Parole d'Honneur et tout, on a fait des trucs avec Ouria, etc. Et moi régulièrement, je reçois des trucs en mode Wissam attend de pouvoir t'égorger, de te jeter du haut d'un immeuble comme à Gaza, alors que Wissam c'est vraiment un arabe progressiste. C'est presque, il est ce que les gens voudraient qu'il soit, tu vois, ça veut dire l'arabe respectable, tu vois, genre ça va, c'est un universitaire, mais juste, il est pratiquant, il a une barbe, ça leur suffit à déjà le suspecter alors qu'il travaille dans une boîte remplie d'LGBT, tu vois, il y a un truc, tu peux pas être musulman et être évolué, oui. Non, mais c'est comme, tu vois, nous, à Minorité, il y a 15 ans, on a pris position pour défendre Ouria quand elle se faisait critiquer et traiter d'homophobe tout le temps. Ouria Boutelja n'est pas homophobe. Ok, elle est coincée du cul au niveau gay. Je dis que son angle mort, c'est la sexualité justement. C'est là où je rentre et c'est là où mon discours n'arrive pas à rentrer. Mais le problème, c'est que Ouria a imposé en France cette idée que, en effet, les gays n'avaient pas à imposer leur truc vis-à-vis des homosexuels ou des LGBT racisés. C'est vrai que les musulmans ont un truc vachement plus quand même private là-dessus et dans une certaine mesure, une sorte de pudeur que moi je respecte et qui est vraiment qui fait partie de la religion. Hein. Donc, on peut pas aussi leur reprocher ce truc qui est vraiment, par exemple, le burkini. Pourquoi les nanas portent le burkini ? Eh ben parce qu'il y a un truc de pudeur, il faut le respecter. D'un autre côté, maintenant, on est dans une période où quand même les musulmans sont capables de parler vraiment de tout. Tu vois, moi, je parle d'un mec que j'ai beaucoup aimé, qui était tunisien, et qui me disait, tu sais, pour nous les musulmans, c'est vraiment un peu gênant, c'est excitant parce que l'anus est juste à côté du vagin, donc forcément c'est toujours une tentation et tout ça. Bon, mais tu vois, on peut parler de ces choses-là, c'est des trucs qui sont des petits machins que chaque personne croyante est confrontée dans sa sexualité de tous les jours. Mais de pas aborder ça, de mettre la sexualité comme si c'était pas un sujet intéressant en termes de pouvoir, encore une fois, de mixité, je pense qu'on rate un truc. Il n'y a jamais eu autant de discours qui décortiquent la sexualité, qui l'analysent, on a digéré Foucault dans tous les sens, etc. Mais du coup, elle a jamais été aussi décorporalisée quelque part. Non, et puis le côté intello est trop abstrait. Tu vois, moi, le problème, c'est que quand t'es engagé, t'es un télo, mais si tu parles pas de cul, il y a un problème, il y a un problème quelque part. Tu vois, c'est un peu comme Édouard Louis qui va soutenir contre la violence policière, mais qui a fait un best-seller en allant voir les flics parce qu'un mec lui a piqué son ordinateur. Je veux dire, ça va, t'as ton disque dur, fais pas chier. C'est quoi cette idée d'aller voir les flics et de devenir célèbre pour ça ? Tu vois, c'est ça les leaders qu'on a maintenant. Tu vois, c'est ça les homosexuels dont on exporte les livres à l'étranger. Moi, j'ai un gros problème politique avec ça. Je sais pas si c'est intéressant parce que ils sont pas arrangés d'une manière vraiment très facile, mais tu vois quand même le type de bouquin que j'ai. Oui. Mais surtout beaucoup de bouquins en anglais parce que c'est le. Bouquins en anglais, c'est ma particularité, c'est que ma culture, elle est vraiment anglo-saxonne, tu vois. À chaque fois, il y a une question qu'on me demande en stream et je sais jamais y répondre. Par quel bouquin il faudrait commencer pour comprendre l'histoire LGBT ? Moi, le livre qui m'a le plus marqué, c'est ça. Gay American History. Ça date de 1972 et c'est le premier bouquin qui analyse ce qui s'est passé avec l'arrivée des colons en Amérique et leur regard par rapport aux tribus.
et à quel point ça les choquait de voir les tribus et les Two-Spirit et tout ça. Et ce bouquin, c'est Jonathan Katz, qui est vraiment un mec vraiment connu. Ce bouquin, ça m'a calé une bonne fois pour toutes sur le regard indigène. Par exemple, là, il y a tous mes cahiers sur lesquels j'ai écrit tous mes bouquins. Donc ça va aller aux archives. Tous mes livres, tous mes articles, c'est écrit comme ça. Donc, tu peux remonter à tous les articles que j'ai pu écrire pendant des années, avec les notes, les rendez-vous, tout. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Il n'y a pas grand-chose, en fait. J'essaie de vivre avec pas beaucoup de trucs, mais les couleurs sont toujours quelque chose qui est important chez moi. Et ça, dans une certaine mesure, quand j'étais jeune, j'allais à Paris. À chaque fois, je voyais les photos, les boutiques de Yves Saint Laurent. Et ça, en fait, c'est les 2 couleurs pratiquement de Yves Saint Laurent. Avant, les vieilles boutiques qui avaient le logo d'Yves Saint Laurent, c'était 3 couleurs qui se mélangeaient. Et ma mère m'a donné ce truc quand elle est partie en maison, en EHPAD. Elle m'a donné ce truc-là pour qu'on puisse voir le reflet des lumières. J'arrive pas à les jeter, ces trucs-là. Ouais. Je trouve c'est mon côté un peu vieux. Tu vois, par exemple, ce Walkman. Je sais même plus comment ça s'ouvre. Enfin, il est tellement vieux. Quel est le bouquin que... C'est une bonne question quand même qu'on te pose. Ouais, mais je sais jamais quoi répondre parce que ça dépend sur quel sujet, ça dépend... Après, il y a une autre question, c'est quel est le pire bouquin qu'il y a là, que tu trouves? Non, le pire, je sais pas ce que c'est. Pour moi, j'ai toujours un affrontement historique avec Dustan. C'est-à-dire, on s'est vraiment beaucoup frité à travers les livres, on s'est insulté. Maintenant, je dis qu'on serait amis, et c'est vrai, j'en suis sûr. On rigolerait de tout ça, mais quand même, ça n'a pas été drôle pour moi de m'affronter avec lui. Ouais. Je ne l'ai pas fait par plaisir. Je l'ai fait parce que j'étais obligé, mais il fallait que quelqu'un gueule. Il fallait que quelqu'un dise quelque chose. Et c'est tombé sur toi, ouais. Je l'ai revendiqué, mais j'étais quand même un peu triste de voir qu'il y avait peu de gens qui avaient le courage de dire que quand même il y avait un problème de prévention là-dedans, quoi. Merde. Tu vois, nous, on s'est mis en exemple sur la prévention, et puis tout d'un coup arrive un mec qui n'a rien foutu, et puis qui dit « j'en ai rien à foutre », donc je ne pouvais pas accepter ça. C'est clair que après, j'imagine qu'il devait y avoir l'angoisse de... Enfin, je ne sais pas s'il y avait une angoisse de publiciser des désaccords, entre guillemets, internes. Non, mais tu sais, les médias, quand même, se sont moqués de ça. Je me rappelle des articles qu'il y avait dans Libé là-dessus, où ils parlaient des guéguerres. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas une guéguerre, c'est un affrontement réel, intellectuel et politique. Autre combat de Guillaume Dustan, baiser sans capote. Moi, ce que je demande, c'est simplement qu'on m'empêche pas d'avoir une sexualité normale avec des gens qui ont le même statut sérologique que moi. On est responsable pour soi et pas pour les autres. Et je pense que c'est très dangereux de penser qu'on est responsable pour les autres parce qu'à partir du moment où on pense ça, on s'occupe plus de soi et puis il se passe plus rien, quoi. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on sait que si la charge virale est indétectable, elle est intransmissible, etc., ça fait qu'on a d'autant plus de mal à comprendre ce débat avec le recul qu'on a. Oui, il est dépassé, il est totalement dépassé maintenant. Mais de toute façon, c'est une sorte de circonvolution de l'histoire et tout ça qui n'est pas très, très important. Mais je dois dire quand même que j'en ai bavé, j'ai perdu des amis là-dessus. Quand tu as des amis qui sont du côté de Dustan et tout ça, il faut aller dehors avant qu'il pleuve. Sur la question musicale, dans le passage, à la fin, tu dis que un peu la musique c'est fini à peu près. C'était un truc très... Ouais, j'ai honte de dire ça parce que je ressemble un peu aux grands-pères, à nos grands-pères qui disaient exactement la même chose. Mais il y a... Bon,
c'est un truc quand même qui vient pas de tout seul. J'ai pas mal d'amis qui sont producteurs et qui sont quand même sincèrement un peu tristes de voir comment est faite la musique aujourd'hui et surtout ce qui cartonne et que quand même la musique d'une manière générale est beaucoup plus merdique quand même, le niveau est plus merdique quand même que ça l'était il y a quelque temps. Il y a une période années 2000 qui était dure quand même. Au niveau de la musique commerciale, je parle. Oui, Parce que je pour parle moi, de la dans musique. l'underground, t'as toujours. Non, voilà, l'underground est toujours bon. Voilà, c'est ça. Mais la musique commerciale, quand même, on a comme une époque où quand même toute la musique commerciale était géniale. Quand tu as des films aujourd'hui qui sortent avec I Got the Power de Snap en début de générique, parce que c'est ça qui symbolise les années 90, ou Pump Pump the Jam de Technotronic, t'es obligé de dire que ces morceaux, à la base, c'était quand même des perles. Ok, c'était de la pop, de la techno-pop, mais ça arrache toujours. Et surtout, ce qui me fascine le plus, c'est que quand même, avant, les jeunes ont toujours été garants de la bonne qualité de la musique. Ce sont les jeunes qui créent la pop musique, qui créent les envies, qui créent les tubes et tout ça. Et aujourd'hui, les gosses de 15 ans, 20 ans, moi, je suis désolé, mais ils écoutent vraiment de la merde, surtout en France. La merde française, la musique française, c'est impossible. Mais moi non plus, je sais même pas, mais ce que j'en entends quand je suis au supermarché ou quand je tombe par hasard, etc., je suis obligé de dire non, c'est pas possible de descendre le truc, surtout quand tu ne connais pas ce qui a été fait il y a 25 ans. Ça dépend des champs musicaux, je pense. Parce que tu vois, par exemple, tu parlais du métissage, tu regardes rien qu'Aya Nakamura, par exemple. Elle, je pense que... c'est du Beyoncé français, quoi. Il y a un truc plus africain que Beyoncé. Bien sûr. Oui, tu vois, et tu regardes, je sais pas si tu as écouté dernièrement Théodora aussi, qui a fait. Faudrait que tu écoutes, parce qu'elle, par exemple, elle fait des feats avec des Anglais, des producteurs qui sont beaucoup plus précis. Et là, c'est devenu la deuxième artiste la plus écoutée en France, avec des sons hyper pointus. Okay. Et des influences électroniques. Je vais écouter. Mais là où tu as raison, c'est que c'est quelqu'un qui vient vraiment de la scène underground à la base, qui n'était pas faite pour percer. Là où je suis d'accord un peu avec toi, c'est que ça reste une anomalie. J'ai l'impression que si tu reprends le top 50 de Génération, en réalité, tu as toujours des morceaux que tu croyais même être de la soupe à l'époque, et quand tu les redécouvres, tu te dis, mais en fait, moi je vois par exemple un exemple, c'est Black Eyed Peas. Quand j'étais jeune, Black Eyed Peas, j'avais quand même un background d'élitiste. Quand je réécoute les premiers tubes Black Eyed Peas, il y a des trucs qui sont exceptionnels, qui sonnent vraiment bien, et je suis persuadé qu'il y a des trucs d'aujourd'hui que je trouve soupesques, et je pense que dans 20 ans, je me dirais, en vrai, il y avait un truc, et je pense que les élitistes, parce que, enfin voilà, comme aussi j'ai une grande collection de CD, tu vois, des fois on a un truc un peu trop underground centré. N'oublie pas que moi j'ai beaucoup écrit sur l'underground, mais quand même, la grande partie de ma carrière, ça a été de parler des tubes. Parler de la pop. Parler de la pop. Donc, jusqu'à 2005-2010, j'étais au courant de tout ce qui cartonnait. Et j'aimais T-Pain, tous les trucs qui cartonnaient et tout ça. Mais le problème, c'est que je suis arrivé à un sommet de ma capacité d'éjection de la musique. Et que ça, c'est un phénomène de vieillesse qui est typique. Hein. Au moins, je suis pas tombé dans la claque, comme je dis, je suis pas tombé dans la musique classique et dans l'opéra, parce que toutes les vieilles folles font ça. Et au moins, moi, je serai pas là-dessus jusqu'à la fin de ma vie. T'as déjà une tasse, Lady Di ? T'es pas loin de la vieille folle. Oui, mais elle date de 89, bon, de 81. Je sais même pas comment elle s'est pas cassée, cette tasse. J'en ai acheté 2, j'étais au mariage, et je sais pas, de toutes les tasses, je comprends pas comment celles-là sont pas cassées. Bref, je trouve que la pop, quand même, c'est vendu un peu trop, je pense que c'est vrai. Mais tu vois, des gens même Madonna, il faut qu'elle arrête, bordel. Tu vois, c'est... Et les gens te répondront que la K-pop est l'alternative aujourd'hui. Et le problème de ça, c'est que ça te donne raison. C'est que la K-pop, c'est vraiment la marchandisation d'une esthétique, d'une culture.
faite par, tu vois, le truc musique où tu mets des gens devant avec des mecs dans des bureaux qui font des calculs de tendance derrière, etc. Genre, t'es vraiment au point final du produit marketing musical dans la K-pop, mais en même temps, les kids, les jeunes, c'est ça qui les... Non, et puis d'un autre côté, au moins la K-pop, tu vois, c'est quand même fondamental que tout d'un coup, les pays asiatiques deviennent major et tout ça. Et donc déjà, c'est une ouverture, tu vois, qui rééquilibre, tu vois, le centre géographique de la musique dans le monde. Ça va être pareil avec l'Afrique, c'est déjà ça avec l'Amérique du Sud. Oui, ça, je pense qu'il faut que les Occidentaux aussi fassent le deuil de leur hégémonie artistique à un moment donné, ça c'est évident. Je pense quand même qu'il y a des trucs dans la création de la musique aujourd'hui. Quand tu vois que sur un disque de Beyoncé, il y a 25 personnes qui travaillent dessus, quand même c'est du bullshit, tu vois. Ok, moi j'ai apporté ce sample-là, moi j'ai apporté ce beat-là, et encore ce... Non mais... Et elle est dans son ascenseur en train d'enregistrer les vocaux avec son téléphone. Tu vois, il y a un truc, bien sûr, que j'adore dans le côté bordélique de la production, c'est-à-dire des samples, les sons ne sont plus des sons, tu trafiques tout. Mais d'un autre côté... Je regrette un peu le côté sincère du travail du compositeur. Il y a même une émission de télé-réalité de beatmakers, de gens qui vont dans une villa, et leur truc c'est de faire des sons pour un artiste qu'on voit jamais. Mais c'est en mode, il faut faire tel truc dans tel style pour tel artiste. Oh, et je connaissais pas. Et après, ils vont dans une autre villa. Et ils font c'est vraiment ce que tu décris, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment l'armée de producteurs qui sont là juste pour... Mais en même temps, tu vois, tu peux aussi le rapprocher à une certaine culture afro-américaine des producteurs de rap. Oui, du sample. T'as 40 mecs en studio. I know. Et qu'il y a un truc aussi qui est, quand tu le vis, là, le corps, il revient. Il y a un truc, tu vois, où je pense que certains des plus grands albums de rap américain ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas ce truc-là, avec beaucoup trop de gens, dans une pièce beaucoup trop petite, avec beaucoup trop de drogue, tu vois, il y a un truc. Mais Beyoncé, en fait, tu ressors de ça, parce que là, ça devient les 15 génies bankable qui tu prends dans un studio qui se connaissent pas, et tout le monde est là, je vais avoir les 10%, 5% de royalties du truc, et là tu sors en fait du truc de mecs d'un quartier qui envahissent un studio à 40 pour être fou dans qui le peuvent truc, vivre. Voilà, c'est ça, tu vois. Peuvent s'exprimer. C'est ça, c'est compliqué. Je crois que il faut le voir, mon esprit sur la musique, il faut le voir comme un vieux schnock. Tu vois, parce qu'à un moment, je suis obligé vraiment de créditer mon âge, qui fait que quand même j'ai connu les années 60, avec tout ce qui s'est passé, les années 70, tu vois, avec le rock, enfin Led Zepp, Bowie, tout ça. C'est vrai que j'ai connu des décennies successives de qualité énorme de musique, et donc forcément, je suis obligé d'avoir un point de vue de vieux con là-dessus. Mais c'est parce que aussi, il n'y a rien qui va vraiment me taper sur le crâne et qui va me dire oh, qu'est-ce que c'est ce truc, comme des fois, souvent dans ma vie, j'ai réagi quand je découvrais quelque chose après tout le monde. Maurizio, je ne l'ai pas découvert en premier, j'ai découvert après que les gens me disent oh, il y a ce mec à Berlin qui est vraiment génial. Donc des fois je découvre, mais souvent des fois je suis juste l'amplificateur de ce que d'autres personnes m'ont montré. Comme n'importe quel journaliste, quoi. C'est-à-dire c'est pas les maisons de disques qui vont te nourrir avec la promo de merde qui t'envoie ou des trucs comme ça. Il faut aller dans les magasins et puis trouver et écouter ce qui est joué. Et du coup, toi, le moment, là, ce que tu dis que tu as vécu des décennies, des révolutions musicales, celle dont tu gardes le plus grand choc, c'est quoi? C'est la disco? Disco encore, toujours? Non, c'est la house. La disco, bien sûr, est fondamentale, mais la house, c'était pour moi la preuve que la disco n'était pas morte et que je ne m'étais pas gouré pendant toutes les années 80 et que, pour moi, le truc le plus beau, c'est vraiment l'arrivée du maxi. C'est pour ça que j'étais malheureux quand la musique s'est dématérialisée, tu vois. Ça aussi, ça fait partie de mon constat un peu négatif. C'est-à-dire, maintenant, quand tu parles d'un disque, tu parles d'un son. Ah, je déteste ce mot. Ah, je t'ai apporté du son. Tu vois, je déteste ça. Et même quand il y avait les premières publicités tu vois, sur les iPods, où il y avait 1000 chansons. Ah mais moi, je n'utilise jamais le mot de chanson. C'est un morceau. It's a track.
Tu vois, ou alors des chansons, vraiment, si je vais parler de Johnny Mitchell, je vais parler de chansons. Mais dans la house, j'aime jamais parler de chansons. Donc, pour moi, la chanson, c'est un côté, encore une fois, passéiste français. Et comme je déteste tout ce qui est français, c'est ça mon gros problème, c'est que je suis fasciné par la culture étrangère et maintenant, avec ce qui se passe aux États-Unis, je peux même plus aimer ce qui se passe aux États-Unis à cause de Trump. C'est fini pour moi les États-Unis, je n'irai plus aux États-Unis. Au Brésil là, je pense. C'est le futur Attends, mais qui le verra. Brésil, j'ai toujours dit que si j'y allais, j'y reviendrai plus. Il y a un truc sexuel chez le Brésil qui va me manger tout cru. Oui, c'est tout sûr. cru. C'est évident. Tout cru. C'est évident. Surtout que les PD brésiliens qui font de la musique sont Non mais tout, dans exceptionnels. le porno, tout, Oui, tout, puis oui. le côté décontracté, trop tentant, et tout presque. ça, c'est si je vais là-bas, Tu reviendras pas. je disparais. Je disparais, je finis dans un bordel. Moi, c'est pas pour rien que je pense que musicalement, c'est un endroit dont tu tires des choses, parce que politiquement, il s'y passe encore des choses. Ça me paraît logique qu'une musique moins fasciste qu'ailleurs vienne d'un endroit moins soumis au fascisme qu'ailleurs, quoi. Tu vois, ça me paraît avoir du sens. Et c'est ça qui me fait chier avec la culture américaine maintenant, moi qui ai toujours aimé, maintenant le déclin de l'Amérique rejaillit sur l'ensemble de la culture américaine, exactement comme je dis que le déclin de la France rejaillit sur toute la culture française. Macron, les présidents qu'on a vus avant, cet enfilé de quinquennat de merde qu'on s'est enfilé, fout en l'air la culture française. Tu vois ? On est responsable de la merde du pays, comme les Israéliens sont responsables de la merde d'Israël et que les Américains Français sont se responsables. déculpabilisent beaucoup trop. J'essentialise, mais T'as je veux raison. dire, il faut être responsable et voir que quand on laisse passer les choses... Mais ça, c'est la grande faute de notre génération, c'est le fait d'abandonner, de créer... Enfin, moi, je trouve notre rapport à l'art n'existe plus. Et je me demande si on constate presque... Peut-être que notre société n'est plus capable de le produire. La société est tellement malade que peut-être qu'elle est plus capable de produire... Ben oui, mais il y a des produits des pays où ça boom. Tu vois pourquoi la France, en 80, a été leader en termes de culture et après de lutte contre le sida? Il y a eu 2 pays qui ont été forts dans la lutte contre le sida, les États-Unis et la France. Je veux dire, c'est des pays à un moment où il se passait des trucs. Il y avait ACT UP aux États-Unis, il y a eu ACT UP en France, il y a eu plein de trucs. Pourquoi ? Ça me fait penser un peu le fil rouge aussi qu'il y a et qui est aussi, je pense, beaucoup du sens qu'il y a dans ton bouquin, c'est la question de la transmission. C'est aussi qu'il y a des cassures à chaque fois, et Dieu sait que dans le milieu LGBT, on le sait, ne serait-ce que... on a beaucoup tendance à dire... il y a une cassure générationnelle parce que tout le monde est mort du sida. Non, tout le monde n'est pas mort du sida. C'est juste qu'à un moment, t'avais des gens, ils étaient malades et on a préféré pas les regarder et dire que c'était des vieux cons, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce truc-là où la transmission générationnelle est pas... Ça marche pas. Ça marche pas. C'est des années que je suis là-dessus depuis des années et ça marche pas. Ça marche pas. Et qu'est-ce qui fait que ça marche pas, tu penses ? Le manque d'intérêt des jeunes vis-à-vis de ça. Parce que si on me demandait, je viendrais. Si on ne me sollicite pas, je ne vais pas. Avant, j'avais au moins dans l'histoire du sida, j'avais tout le temps des étudiants qui me demandaient quand ils faisaient des masters ou des trucs comme ça sur le sida, etc. Donc je répondais à des questions. Maintenant, je n'ai même plus ça. Donc ça veut dire que malgré tout ce laïus qu'on fait sur la transmission, sur les mémoires, sur les archives, sur tous ces trucs-là, ça ne prend pas. Et mon constat, c'est que, en tout cas en France, on a pris tellement de retard sur ces questions-là que carrément maintenant on a loupé le coche. Carrément. À force, quant à Romero et Hidalgo qui s'arrangent pour que le centre d'archives soit dans la merde pendant des années
Et que voilà, eh ben, ça finit par... les gens finissent par... S'il n'y a pas de conférence, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas un agenda avec un calendrier de rencontres, etc., que le lieu soit vivant avec des gens qui viennent, et pas que seulement un lieu où il y aurait une entrée pour les lesbiennes, parce qu'il faut une entrée maintenant pour les lesbiennes séparées. Can you imagine the only centre LGBT au monde où il y aurait une entrée spécifique aux lesbiennes? Pour foutre en l'air les trucs, pour foutre en l'air la réconciliation. Tu vas à Bruxelles, tu as absolument pas cet état d'esprit. Tu peux parler avec des jeunes, ils vont pas essayer de te coincer, parce que c'est ça le truc, hein, c'est essayer de te coincer dans une connerie que tu vas dire. Et moi maintenant, ça y est, j'y crois plus. J'ai fait mon bouquin, il est fait pour ça. Mais je veux dire, si tu demandes à un jeune de 25 ans, un PD de 25 ans, est-ce que ça t'intéresse de savoir comment c'était Paris dans les années 80-90, il va te dire non. Fine, tu vois. Donc, tu leur donnes de la nourriture. Cette nourriture n'est pas consommée, cette nourriture pourrie, et on finit par l'oublier. On revient sur l'ingratitude, quoi. Il va y avoir peut-être un rebond, comme on disait, à partir de ce vide. Il va y avoir peut-être quelque chose d'ici 5 ans. Je crois toujours au creux de la vague, moi. Moi aussi, je crois au creux de la vague, mais pour l'instant, on est vraiment dans le creux du creux de la vague. On a toute cette information qui est disponible comme jamais elle a été disponible. Et les livres ne se vendent pas. Le mien ne se vend pas. Les autres ne se vendent pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas un début de frémissement. Tu vois ? Et moi, je regarde ces frémissements de loin, de la campagne. Bah déjà, la terrasse... Mais la terrasse, il n'y a rien à montrer, le drapeau n'est pas fait. Le drapeau n'est pas fini, mais il est en cours. Non, je voulais que ça soit fini pour vous, et puis il a plu tout le temps, donc... C'est vrai, mais ça arrive, ça arrive. On le voit se dessiner. Terrasse futurement couleur du drapeau de la Palestine. On est carrément dans un truc où on ne peut même pas mettre un drapeau sur une maison. Oui. Ouais. Mais par contre, repeindre sa terrasse, on peut. C'est ça, magnifique. Donc il faut imaginer ici, quand je suis arrivé, c'était recouvert de ronces. Ouais, j'imagine. Partout, partout, partout. Ouais. Donc j'ai tout arraché. C'est marrant, le truc, je suis en hauteur. C'est-à-dire, c'est ça qui m'a fait craquer dans cette baraque, tu as vu tout de suite. Ouais. Avant, cette maison, elle était adossée à la colline, tu vois. Tu vois, ça, c'était une dalle de béton et il devait agrandir cette maison-là, par là. Et en fait, quand il a fait ça, sa femme lui a dit « Non, j'habite pas dans cette maison, elle est trop glauque. » Donc cette maison, elle s'est trouvée... Personne ne voulait l'acheter pendant des années. Les gens déposaient les poubelles sur le parking. Là-bas, carrément, il y avait des dépôts de gravats. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu une sorte de falaise avec des rochers partout. Je me suis dit, c'est trop génial. Il y a carrément un passéo qui fait qu'il y a un chemin. Tout ça, il n'y avait rien, bien sûr. La terre était tellement dure que ça a été les plantations les plus difficiles de toute ma vie. Donc ça, c'est une partie du jardin que j'appelle un peu le jardin japonais, mais il n'est pas fini encore. Il faut que je me suis fait livrer du gravillon, je vais faire une nouvelle couche de gravillon. Tout ça, je vais désherber et mettre en fait ce que j'ai fait ici avec des cailloux. Okay. Tu vois, un rocher de cailloux. En fait, le terrain monte jusqu'en haut. Okay. J'ai 2 hectares et j'ai fait une série de marches qui montent jusqu'en haut. Je suis en train de replanter des espèces d'arbres pour faire de la diversité, pour mettre autre chose que du chêne, des châtaigniers. Et des trucs. Là, normalement, c'est l'automne, il faut tout nettoyer, tout ça, pour que ça soit clean. Ça, c'est très jolies fougères qui sont là en fin de végétation, mais au printemps, c'est magnifique. Et du coup, tu passes toutes tes journées au jardin? Pratiquement, oui. C'est mon... Alors, bon, maintenant, je commence à vieillir, donc je commence à avoir un peu mal au dos, donc quand je retourne la terre, par exemple, ça veut dire que le lendemain, il faut que je me repose quand même. Donc ici, il y a beaucoup de graminées. Des graminées, ce sont des miscanthus, ce sont des fleurs comme celle-là, qui sont super belles en hiver parce que les fleurs accrochent la lumière en hiver et tout ça. Puis ça m'a servi
pour cacher un peu la route, qui a été mon travail principal quand même pendant les premières années. Là, je suis en train de faire toute une prairie fleurie par là. Et en fait, je vais faire tout un chemin qui fait qu'on pourra retourner à partir jusqu'au... Oui, jusqu'au marché, au jardin là-bas. japonais. Ouais. Là-bas, il y a ma cabane. Dans cette cabane, c'était une ancienne bergerie, enfin... Ici, c'était rempli, c'était un bosquet qui était complètement impénétrable. Et je suis en train de recréer un bosquet. Dans quelques années, ça sera rempli d'arbres ici. Le truc sur lequel je suis en train de travailler, c'est ça en ce moment. C'est-à-dire ici, ça c'est des herbes, j'y rentre jamais. C'est complètement sauvage. Mais là, tu vois, je suis en train de créer une pelouse, ce qui fait que ça va ouvrir la perspective. Et puis surtout, ce terrain, il monte incroyablement. C'est-à-dire que si tu vas là-haut, tu as toute la perspective sur le village, sur la vallée et tout ça, sur la colline en face. Étonnamment, moi, les saisons que j'aime beaucoup, c'est l'hiver, en fait. Ah ouais. Parce que l'hiver, tu peux travailler sans transpirer, tout ça, et puis tu vois les choses d'une manière vachement plus clean. Tu vois vraiment la structure des arbres. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de recréer tout un bosquet ici. J'aime beaucoup les pommiers comme ceux-là, qui sont des pommiers à des petites pommes et qui gardent leurs pommes pendant tout l'hiver. Donc ça ressemble à des arbres de Noël, tu vois. Par exemple, des arbres comme celui-là, celui-là, il est beau. Pourquoi ? Parce qu'il développe une écorce qui est dorée, qui est presque... Enfin, c'est une couleur assez rare. Tu vois, je plante beaucoup d'arbres aussi parce que je voudrais développer tout ce coin-là pour planter des arbres, pour approcher en fait la végétation et la doubler. Donc je plante des arbres par exemple qui n'existent pas dans le coin, comme des érables. J'essaie de trouver des plantes qui offrent des trucs à manger en hiver pour les bêtes. Ouais. Tu vois, et des plantes qui permettent de faire de la floraison pour les abeilles. Mes critères, c'est des fleurs pour les abeilles, des fruits en hiver et une belle coloration du feuillage à l'automne. C'est les 3 trucs. C'est l'utile et l'agréable, quoi. Alors c'est triste parce que cette maison, par exemple, je ne vois jamais le coucher de soleil. C'est la première fois de ma vie que je suis quelque part où je ne vois pas le coucher de soleil. Caché par les arbres. Il est caché par les arbres de la colline. Les chevreuils sont partout. Ils se promènent, ils bouffent les plantes, ils bouffent les arbres. S'il avait fait beau, ça aurait été 10 fois plus intéressant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la grandeur du terrain. Tu vois, 2 hectares, pour moi, ça veut dire que je ne vais pas m'emmerder jusqu'à ma mort, quoi. J'aurai toujours du boulot à faire. Et là, tu vois, au fond, quand j'aurai niaqué toutes les ronces, je suis déjà en train de planter des arbres. Je vais faire toute une lignée d'arbres avec un dégradé de Pantone. Des arbres jaunes, des arbres oranges, des arbres rouges et au fond, du pourpre. Carrément du Pantone. Oh, stylé. Et on pourra se promener pour rejoindre le chemin par là-bas. Globalement, toujours faire fleurir la vie là où elle est, quoi. Et je plante beaucoup de trucs pour les papillons, bien sûr. Mais là, c'est mouillé, ils sont en train de se cacher. C'est presque la fin de la saison pour les papillons. Et c'est quoi le truc en pierre qu'il y a là, avec la croix dessus, là ? C'est un puits. C'est assez joli, hein, parce que tu as les noms des 2 mecs qui ont fait la maison. Donc il y a l'eau à l'intérieur. Des fois, il y a des oiseaux qui font des nids dedans. Il y a toujours une mésange qui fait un nid là-dedans. Donc là, quand tu vois les tomates, j'en ai fait que 4 pieds cette année. Et celles-là, elles mettent du temps à mûrir, mais elles vont y arriver au mois de septembre. Et l'hiver, c'est très joli parce que c'est une variété de pin qui s'appelle Picea conica et qui n'a pas besoin d'être taillé. Et en fait, quand il n'y a rien, en fait, tu as cette sorte de perspective, tu vois, qui fait qu'en hiver, c'est assez joli. Il y a pas mal d'oiseaux au printemps ici.
Tu vois, et il n'y a pas d'hirondelles ici, mais au mois de septembre, avant de partir, elles sont en train de se promener pour voir si elles vont trouver un endroit pour nicher l'année suivante. Donc il faudrait que je leur mette des nids que j'ai achetés, mais je ne sais pas si elles seront vraiment intéressées.